souhaiter la bienvenue pour ce nouveau webinaire qui sera sur le thème de la restauration de la nature. Donc, c'est un webinaire qui va durer 1 heure et demie et qui est co-organisé avec le ministère de la Transition écologique. Avant de laisser la parole à Madame Domergue, je vais juste vous présenter un peu le programme on va avoir un fonctionnement un peu différent des autres webinaires qu'on a l'habitude d'organiser. Euh, D'habitude, on fait plutôt un webinaire avec des présentations et des témoignages d'élus. Et cette fois-ci, on a souhaité un webinaire un peu plus participatif puisque ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre de la concertation qui est en cours sur la restauration de la nature qui va vous être présentée par le ministère. Donc pour aujourd'hui, on va avoir une introduction par Madame Domergue à qui je vais rapidement laisser la parole. On aura ensuite une première partie qui sera sur la présentation du plan national de restauration de la nature et qui sera présentée par Florence Brun et Jérémy Leray qui travaillent au ministère de l'Écologie. Et on aura ensuite une deuxième partie qui sera un peu plus participative et qui consistera, on va se répartir en sous-groupes, donc je vous expliquerai un petit peu après comment ça va se passer. Mais l'idée de cette deuxième partie, c'est qu'on puisse avoir des retours de votre part des territoires pour pouvoir ensuite rédiger un cahier d'acteurs spécifique à Natura 2000 dans le cadre de la concertation qui est en cours sur la restauration de la nature. Mais je reviendrai un peu plus tard sur les modalités de participation et je laisse tout de suite la parole à Madame Domergue du ministère. Merci beaucoup Aurélie, bonjour à tous. Donc moi je suis Isabelle Domergue, je travaille à la direction de l'eau et la biodiversité et je suis adjointe au sous-directeur des écosystèmes terrestres. Qu'est-ce qu'on fait chez nous? On a en charge notamment la politique publique en faveur des aires protégées. Ça veut dire qu'on va travailler sur les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les réserves naturelles nationales, les sites gérés par le Conservatoire d'espaces naturels et bien sûr les 1596 sites Natura 2000 qui sont majoritairement exclusivement terrestres. Euh, Natura 2000, c'est vraiment une politique publique à laquelle l'État est très attaché et on a fêté récemment les 30 ans de cette politique publique. On a eu la décentralisation il y a quelques années, que vous avez suivi de très près. Et maintenant, la gestion des sites est exclusivement faite par les régions pour les sites terrestres. Et je voulais saluer le travail remarquable que vous faites et bien vous dire que le ministère et l'ensemble des services de l'État restent engagés à vos côtés pour soutenir les actions que vous conduisez au plus près des territoires. La mise en œuvre de Natura 2000 en France, c'est vraiment un exemple pour nos homologues européens qui viennent facilement nous voir pour nous demander comment est-ce qu'on parvient à réaliser ce travail. Et il y a vraiment deux facteurs qui permettent de conduire cette politique publique, de bien la conduire. C'est à la fois l'ancrage territorial fort qu'on a pour les sites Natura 2000, mais surtout votre engagement au quotidien dans cette politique publique. Et je voulais donc bien sûr vous remercier et puis rappeler que le ministère a poursuivi son engagement financier auprès de la mission Interréseau Natura 2000 et Territoire, malgré le transfert d'une partie des compétences aux conseils régionaux. Je voulais donc aussi saluer le travail conduit par la mission Interréseau, sous l'impulsion de son élu référent Jean-Luc Blaise et de son binôme un peu technique, Aurélie Philippot. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup aussi d'avoir proposé d'organiser ce webinaire qui nous rassemble aujourd'hui et qui est important pour travailler sur l'élaboration du plan national de restauration de la nature. Vous avez certainement suivi à l'été dernier le vote du règlement européen relatif à la restauration de la nature. En France, on a vraiment apporté un soutien continu pendant tout le processus législatif parce qu'on y voit une opportunité importante pour réussir à amplifier les actions de protection et de restauration de tous nos écosystèmes. Les écosystèmes agricoles, forestiers, aquatiques, urbains. Et Natura 2000 est coordonné aussi avec tous ces écosystèmes existants. Donc on a eu ce règlement européen. Et dans ce règlement européen,
pour restaurer les écosystèmes, il y a besoin de rédiger un plan national. Chaque État membre doit faire son plan national. Le modèle du plan est fourni par la Commission, mais au niveau français, on veut une co-construction du plan, non seulement avec les parties prenantes, mais aussi à tous les acteurs volontaires. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de discuter de discuter aujourd'hui avec vous et de faire des ateliers participatifs pour bien comprendre comment vous voyez le plan et comment vous envisagez la restauration de tous ces écosystèmes. Mes collègues vont vous présenter par la suite le calendrier de travail, les mesures à valoriser, les indicateurs à atteindre. Mais ce que je veux vraiment vous dire aujourd'hui, c'est que pour atteindre ces objectifs de restauration, les sites Natura 2000 vont jouer un rôle très particulier, car ce sont vraiment des réservoirs de biodiversité et des lanceurs un peu sur le terrain d'initiatives pour préserver la biodiversité. Le texte prévoit un renforcement des directives nature et on va mettre en valeur les projets que vous conduisez pour préserver les habitats et les espèces d'intérêt communautaire. On va travailler pour s'interroger sur des actions complémentaires à déployer, des freins à lever, des outils à renforcer, car ici, on a tous envie de vouloir préserver la biodiversité. On ne part pas de rien. La France dispose aujourd'hui de plusieurs stratégies fondatrices pour restaurer et protéger nos écosystèmes. Je pense bien sûr à la stratégie nationale de la biodiversité, qu'une bonne partie d'entre vous connaissent, à la stratégie Ecophyto ou encore à la stratégie nationale des aires protégées. On doit faire un plan, on doit restaurer la nature, mais on a un enjeu de coordonner ce qui se fait déjà pour réussir à bien le renforcer, éventuellement aller un peu plus loin, mais on n'est pas en train de réinventer un plan à partir de rien. On est très robuste au niveau européen dans ce domaine. Et on voit le plan national de restauration comme une occasion de mettre en lumière toutes les actions que nous conduisons ensemble, et en particulier dans les sites Natura 2000. Donc vous êtes là aujourd'hui pour participer à ce webinaire, pour contribuer à la réalisation de cet exercice, mais je pense que vous avez aussi vocation à contribuer à cet exercice en organisant dans chacun des sites que vous gérez des réunions locales de concertation, en nous indiquant la façon dont vous voyez les choses, en allant contribuer sur le site de la concertation pour donner votre avis en tant que éventuellement gérant Natura 2000 ou en tant que citoyen. Vous pouvez aussi déposer des cahiers d'acteurs. Et c'est grâce à la participation de tous qu'on va réussir à faire un plan qui soit ambitieux et qui soit aussi à vocation de prioriser les actions qui ont une belle efficacité pour l'environnement. Donc je vous remercie tous à nouveau pour votre participation aujourd'hui et puis je vous souhaite d'excellents travaux cet après-midi pour avancer sur notre plan de restauration de la nature. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Madame Domergue. Je vais maintenant laisser la parole à vos collaborateurs Jérémy et Florence pour qu'ils nous détaillent un peu plus en quoi va consister le plan national de restauration de la nature. Alors pour cette partie-là, on va rester tous ensemble dans la même salle. On est un peu plus de 120. Donc on va pas pouvoir prendre les questions à l'oral, mais je vous invite à poser vos questions dans le chat. Jérémy et Florence pourront y répondre au fur et à mesure et à la fin de leur présentation. J'en prendrai quelques-unes que je partagerai à l'ensemble des participants et on pourra avoir un temps d'échange avant de passer à la deuxième partie. Eh bien, je vous laisse la parole. Jérémy, et Florence, vous me direz du coup quand je passe les diapositives. Oui, très bien. Merci beaucoup, Aurélie, et bonjour à tous et toutes. Donc, je vais faire cette présentation aujourd'hui sur le plan national de restauration. Donc, je suis Jérémy Leray, je suis chargé de mission Natura 2000 au ministère de la Transition écologique dans la sous-direction
que pilote Isabelle. Et donc, on sera à deux. Il y aura aussi ma collègue Florence Brun, qui est plus particulièrement en charge du règlement européen relatif à la restauration de la nature, qui pourra compléter mes propos et répondre à vos questions si vous en avez, mais je suis sûr et certain que vous en aurez. Donc, on vous propose un agenda un peu classique dans ce qu'on fait dans nos présentations relatives au règlement relatif à la restauration. Peut-être, Aurélie, si tu peux passer la slide, euh, qui en fait vous rappelle pour vous un peu parfois béotien sur le sujet, le contexte et les objectifs du règlement européen, les cibles et échéances qui sont fixées par l'Union européenne. Bien sûr, ce qui va vous intéresser, notre calendrier de travail qui est un peu contraint, comme vous le verrez lorsqu'on passera les diapositives. Ce qui est prévu pour co-construire le plan, puisque vous l'avez entendu de la part de la sous-directrice, qui avait fait une volonté très forte du ministère et de l'État de co-construire ce plan avec l'ensemble des acteurs. Et puis, pour illustrer un peu nos propos et avant de se lancer dans la seconde partie de la réunion, on vous présentera quelques mesures de restauration qui pourraient être valorisées, puisque comme l'a dit Isabelle, il y a déjà beaucoup de choses qu'on fait en France sur le sujet. Donc la première partie, c'est le rappel du contexte. Donc Aurélie, je te laisse peut-être passer la slide. Donc vous le savez, et Isabelle l'a redit en début de réunion, ça a été un règlement adopté donc, dans une bataille un peu serrée en juin 2024. Et il prévoit en son article 1, c'est un article qu'on cite assez régulièrement parce qu'il est très englobant, de rétablir la biodiversité et la résilience des écosystèmes dans l'ensemble des eaux terrestres et marines, c'est important le mot marin, et en restaurant les écosystèmes dégradés. Donc, effectivement, on a beaucoup de questions de côté ministère sur ce qu'est la restauration. Donc, on vous a donné une définition donc, qui peut bien sûr être enrichie, puisque vous le voyez, elle a des points de suspension, mais c'est notamment rétablir le bon fonctionnement écologique d'un écosystème en réduisant ou en levant les pressions, ou en faisant des travaux, ou en prenant, par exemple, des arrêtés de protection de certains espaces. Le règlement, il a aussi un objectif important en matière d'atténuation du changement climatique et surtout comment on s'adapte à celui-ci. Et puis, il y a aussi un volet sur la dégradation des sols. Et puis, quelque chose d'un peu plus transversal, il y a un volet sur le renforcement de la sécurité alimentaire et le respect des engagements déjà pris par l'Union européenne, puisque vous savez qu'en matière de biodiversité, l'Union européenne est engagée dans de nombreux accords. Je te laisse peut-être passer, Aurélie. Donc, ce nouveau règlement européen, il contribue au cadre mondial adopté lors de la conférence des parties sur la biodiversité en 2022. C'est un des volets de la stratégie biodiversité de l'Union européenne. Comme l'a dit Isabelle, et c'est très important pour notre groupe de travail aujourd'hui, il va s'appuyer sur les législations préexistantes et notamment dans notre cas les directives nature, donc habitat, faune, flore et oiseaux qui composent le socle de Natura 2000. Et bien sûr, il vise à associer des objectifs climatiques et de protection de la biodiversité. Donc on note déjà qu'au niveau international ou tout au moins européen, on s'inscrit avec ce règlement dans des politiques préexistantes. Ensuite, on vous présente rapidement quelques cibles et échéances fixées par l'Union européenne au titre du règlement européen relatif à la restauration. Donc, je te laisse peut-être passer la slide. Merci Aurélie. En général aussi, pour comment dire, un peu calmer les esprits entre très grands guillemets, on rappelle que le règlement, il est progressif. Donc, il définit des cibles à plusieurs horizons, 2030, 2040 et 2050. Il fixe plusieurs objectifs, donc de moyens, c'est-à-dire la mise en œuvre de mesures, et puis de résultats, c'est-à-dire avec des atteintes chiffrées en termes de restauration. Il comprend deux volets distincts. Donc, on a déjà parlé du premier qui est, on va renforcer les directives existantes, donc en mettant en œuvre des mesures de restauration pour les habitats et les espèces d'intérêt communautaire, et puis surtout en définissant des cibles surfaciques par habitat à restaurer. Et puis, il s'intéresse aussi de façon beaucoup plus large aux écosystèmes. Donc, comme Isabelle l'a aussi mentionné, c'est-à-dire on va mettre des mesures de restauration en œuvre dans les milieux agricoles, forestiers, aquatiques et urbains, et on va définir des seuils qu'on estime satisfaisants pour l'ensemble de ces milieux. On vous propose donc une liste d'objectifs, alors qui est une liste illustrative et qui n'est pas exhaustive parce qu'il y a d'autres indicateurs dans le cadre du règlement. Mais en tout cas, ce que demande le règlement, c'est notamment de connaître l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire terrestres et marins en 2040, soit dans 15 ans. De déployer des mesures de restauration sur au moins 30% des HIC en mauvais état, donc avant 2030, sur la base du rapportage qui va être fait à la Commission européenne cette année de la période 2019-2024. On doit stopper le déclin des pollinisateurs à l'horizon 2030.
augmenter la valeur de l'indicateur relatif aux oiseaux communs forestiers avant 2030 et on doit aussi stopper net la perte d'espaces verts en ville entre l'entrée en vigueur du règlement et 2030. Donc vous voyez des objectifs relativement ambitieux. Par ailleurs, il est aussi demandé aux États membres, et là c'est intéressant, d'estimer les besoins financiers nécessaires pour assurer la restauration et puis d'identifier, et ça c'est un peu nouveau, les subventions qui peuvent avoir un impact négatif sur la réalisation des objectifs du règlement. Et donc là, c'est aussi important, je pense, de le redire, parce qu'Isabelle l'a bien souligné, mais en fait, côté français, on part pas de rien, loin de là. On a déjà effectivement plusieurs stratégies qui permettent de répondre en partie aux objectifs du règlement. C'est le cas de la SNB 2030, dont certains d'entre vous ont sans doute contribué. C'est aussi le cas de la SNAP, où vous êtes les acteurs premiers en fait de la mise en œuvre de la SNAP. La stratégie Ecophyto, dans lequel effectivement, je pense que vous l'avez peut-être noté, Natura 2000 est rentré pour la première fois avec un objectif d'encadrement et de réduction des produits phytosanitaires. Et puis après, on a d'autres politiques donc, qui sont plus ou moins impactantes pour nos aires protégées, mais par exemple, il y a aussi les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour ceux qui vont suivre plutôt les milieux aquatiques ou la qualité de l'eau. Pour le calendrier de travail, donc le petit schéma classique qu'on présente à toutes les réunions, en gros pour vous démontrer qu'on est dans un pas de temps assez court puisque le règlement a été publié officiellement le 29 juillet 2024 et qu'on a 2 ans pour déposer notre première version du plan national de restauration. Donc en fait, l'horloge est déjà bien lancée comme vous le voyez avec un objectif in fine d'adoption du plan pour septembre 2027, avant des révisions qui suivront tous les dates qui sont indiquées là tout à droite. Et donc bien sûr, et comme l'a rappelé Isabelle, entre le moment où le règlement est sorti et l'élaboration du plan, et sa présentation à la commission, tout au moins, il y a une grande phase de concertation, soit des instances, soit du grand public, pour contribuer à la rédaction du plan national de restauration. Donc, là aussi, Isabelle l'a un peu esquissé, mais on voulait quand même le repartager avec vous. Il y a des règles qui ont été arrêtées. Donc, au niveau européen, c'est que bien que chaque État membre doit élaborer un plan national de restauration dans un délai de 2 ans. Donc, comme l'a dit Isabelle, ce modèle il est commun à l'ensemble des États membres de l'Union européenne sous un format qui a été proposé par la Commission. Il doit décrire les mesures mises en œuvre pour atteindre les différentes cibles du règlement. Et puis surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la façon dont on va calculer certains indicateurs sont définis au niveau communautaire, donc ce n'est pas l'État français qui a la main, c'est bien la Commission européenne. Par contre, au niveau national, ce dont on aura le choix, c'est de choisir certains indicateurs parmi une liste, notamment pour les indicateurs agricoles et forestiers. Donc, on a travaillé sur ces indicateurs-là avec des groupes de travail plutôt parties prenantes, c'est-à-dire des représentants des organisations professionnelles agricoles, des associations environnementales. On doit aussi définir quel est le niveau satisfaisant à atteindre pour ces indicateurs, et puis surtout le type et la localisation des mesures qu'on veut mettre en œuvre pour restaurer la nature en France. Donc, pour les consultations du plan national de restauration nature, on va vous les rappeler ici. Premièrement, c'est effectivement cette consultation, elle s'inscrit dans les travaux conduits par la Commission nationale du débat public qui a demandé au ministère que des consultations soient conduites à plusieurs niveaux. Donc, un niveau national, donc là directement géré par les services du ministère, une consultation ouverte au grand public. Donc, elle se tient du 23 mai au 25 août 2025. Donc, vous avez le site internet sur la slide. Et elle permettra en fait de recueillir les avis, les questions et les attentes relatives à la restauration du grand public. Et ça donnera lieu à des recommandations au gouvernement qui sera in fine le décisionnaire des commentaires qui seront à prendre ou non en compte. Et donc, cette consultation en ligne, elle peut se faire par des questionnaires, un forum de discussion, et puis surtout, elle peut être déclinée dans le cadre d'événements régionaux qui s'appellent La Nature près de chez vous, dans lequel on va revenir par la suite. Et puis, on a décidé de conduire en parallèle, côté ministère, des groupes de travail par écosystème, avec des parties prenantes, comme je l'ai indiqué précédemment, notamment pour les indicateurs, entre avril et septembre. Donc, il y a un groupe de travail, par exemple, sur les milieux agricoles co-conduit avec le ministère de l'Agriculture. Il y aura un groupe de travail sur les milieux aquatiques, etc. Et en fait, on va démultiplier les groupes de travail en fonction des différents écosystèmes. Peut-être Aurélie, je te laisse. Ah, parfait. Au niveau régional, donc ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'il y a des réunions qui sont aussi à destination du grand public et qui sont organisées donc, par les services déconcentrés de l'État, donc par les DREAL, en partenariat avec les régions
ou d'autres opérateurs comme les ARB si ça s'avère nécessaire dans l'ensemble des régions. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de réunions qui ont déjà eu lieu. Vous pouvez retrouver tous les éléments concernant ces réunions sur le site internet que je vous ai listé en bas, qui est le même, mais sauf que je vous ai mis directement la fin pour que ce soit plus simple pour vous. Et l'objectif, c'est de présenter là encore le cadre de la concertation, c'est-à-dire qu'on va élaborer un plan salle de restauration. Pourquoi? Ça peut aussi permettre de sensibiliser aux enjeux relatifs à la biodiversité et à la restauration de la nature. On veut aussi, comme pour le volet plus national, euh, hop, j'ai enlevé le commentaire, recueillir les questions, les observations et les propositions concernant la restauration de la biodiversité. Et puis, on a laissé la porte ouverte au DREAL si elle voulait, par exemple, cibler un ou des écosystèmes particuliers ou des enjeux très spécifiques à une région lors de cette consultation. Et puis la dernière étape, je vais laisser Aurélie passer la slide, merci, c'est la possibilité, comme l'a dit Isabelle, pour tout acteur volontaire d'organiser un débat local près de chez lui, donc c'est les débats locaux. Vous avez un petit kit qui a été mis à disposition par le ministère sur le même site internet, mais avec la fin encore différente, qui vous permet effectivement d'adapter le débat à un territoire précis, par exemple un site Natura 2000. Ça peut nous permettre aussi de comprendre quelle est la perception de la nature et des enjeux dans ce site. Et puis, ce qu'on demande à chacun, par contre, c'est bien de poster sur le même site un peu une restitution, un compte-rendu des échanges pour qu'effectivement ça puisse alimenter les travaux qui sont conduits pour élaborer le plan social de restauration de la nature. Et puis, avant de vous laisser la part plutôt aux questions, parce que je pense qu'il y en aura, on voulait vous présenter rapidement des mesures de restauration de la nature qu'on a identifiées. Alors, c'est un peu comme pour les desserts sur les cartes d'un restaurant, c'est action, enfin, c'est une photo non contractuelle. On vous présente juste de ce qui pourrait être. Pour autant, ça peut évoluer. Donc, effectivement, le plan national de restauration, il devra contenir une liste des mesures prioritaires à déployer pour réduire les pressions et restaurer les écosystèmes. Et donc, nous, on vous montre des exemples un peu plus parlants de de ce qui pourrait être valorisé. Pour les écosystèmes agricoles, on vous parle de la plantation de haies, puisque vous savez que l'État dispose d'un plan qui s'appelle Plantons des haies, copiloté par le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Transition écologique. Mais ça peut être, par exemple, le non-retournement des prairies sensibles, la mise en place de mesures environnementales et climatiques. Pour les écosystèmes forestiers, alors une mesure qui est assez connue pour les sites Natura 2000, c'est la mise en place d'îlots de bois sénescents, mais ça peut être aussi l'entretien de ripisylves au bord des berges, par exemple. Pour les écosystèmes aquatiques, c'est la mise en place de zones de mouillage écologique, mais ça peut être aussi une mise sous protection forte, par exemple, de certains espaces marins. Et pour les écosystèmes urbains, la grande mesure, c'est la plantation massive d'arbres pour stopper la perte d'espaces verts en ville. Et puis, comme l'a dit Isabelle, et je vous le redis, il y a effectivement de nombreux dispositifs qui contribuent déjà à la restauration de la nature. Donc là, on y travaille entre différents ministères pour lister effectivement l'ensemble des outils et des politiques publiques qui contribuent déjà en France à permettre une restauration de la nature. Donc voilà un peu pour le cadre très global du sujet. Donc on ne rentre pas dans tous les détails. Vous aurez bien sûr le support de présentation qui vous sera transmis par Aurélie après la réunion. L'objectif, c'était effectivement de vous transmettre un peu les grandes lignes des travaux, dans quoi on s'inscrivait, et vous dire, mais je pense que Isabelle l'a bien dit, que Natura 2000 a une place forcément prépondérante dans ce travail. Mais du coup, je vous laisse peut-être réagir et je laisse Aurélie reprendre le bâton de la parole. Merci beaucoup Jérémy pour cette présentation. Je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions, à part un petit souci de présentation de diaporama. On a Lucie Morin qui pose une question sur les milieux agricoles. Il lui semblait que les obligations de restauration avaient été décalées dans le temps pour ces milieux-là. Et donc elle demande si c'est bien le cas ou si c'est une fake news, comme on dit. Ça, Florence, peut-être que je te laisse répondre si tu as l'information. Ça me dit rien de mon côté, mais Oui, et merci beaucoup pour la question. Effectivement, il y avait eu pas mal d'évolutions du texte suite aux négociations et On t'entend plus, certains Florent. indicateurs qui ont été... Vous m'entendez? Oui, là c'est bon, c'est reparti. Enfin, je dis qu'effectivement, il y a certains indicateurs où l'objectif a été chiffré, a été retiré pour laisser plus de flexibilité aux États membres. Et par ailleurs, la cible chiffrée pour donc 3 indicateurs sur les 4 qui sont relatifs au milieu agricole ne sont pas à définir pour le premier plan. On doit avoir une tendance à l'augmentation, mais on n'a pas
la cible finale, on devra l'indiquer dans la révision du plan qu'on fera en 2030. Donc c'est peut-être ça dont vous parlez. Pour le reste, non, il n'y a pas d'échéance différentielle pour ce milieu en particulier par rapport aux autres milieux. Merci Florence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas peut-être à lever la main du coup si vous souhaitez pas parler dans le chat. Si vous voulez poser directement la question, c'est l'occasion. Profitez que le ministère soit avec nous aujourd'hui pour... Pas de questions. Bah, du coup, moi, je vais poser j'avais une question moi, de mon côté. C'était, je me demandais comment vous alliez pouvoir faire pour recenser toutes les initiatives qui existent, en particulier du coup, pour le réseau Natura 2000, mais qui sont déjà opérées sur le terrain au niveau national. Est-ce qu'il y a une méthodologie qui a été mise en place avec Patronat, par exemple? Non, je trouve qu'on peut faire la réponse à deux voix avec Florence. Je peux commencer. Florence, peut-être tu pourras compléter. Effectivement, Natura 2000, l'avantage, c'est que c'est des outils qui sont quand même relativement bien identifiés. On est sur une politique qui est accompagnée, alors sans doute pas à la hauteur des espérances de l'ensemble des animateurs et des gestionnaires depuis pas mal de temps, avec effectivement une typologie d'outils sur lesquels on a la possibilité d'avoir énormément de données. Je pense notamment donc, au contrat Natura 2000, ni agricole ni forestier, et forestier même, sur lequel on a une période de programmation antérieure nous permet d'avoir une première visibilité. Donc effectivement, ça, on a déjà fait le travail. On conduit en parallèle avec le ministère de l'Agriculture une étude plus poussée sur les mesures en faveur des écosystèmes agricoles dans les sites Natura 2000. Donc ça prend notamment en compte les MAEC et l'agriculture biologique. Donc là aussi, on a un retour. On a pas mal de données sur le sujet. Et puis, on travaille avec nos collègues des conseils régionaux, de fait, sur les autres mesures qui peuvent être mises en place, qui sont peut-être moins standardisées que celles qu'on connaît, comme les contrats et les MAEC. Et effectivement, donc, on a un groupe de travail entre les services déconcentrés de l'État, les conseils régionaux et le ministère sur les mesures de restauration dans Natura 2000, donc sur lesquelles on a commencé par travailler, bien sûr, sur les contrats, parce que c'est à peu près disons, le plus simple en termes d'entrée. Après, on basculera sur les mesures agricoles et l'objectif, c'est aussi de nous faire remonter toutes les autres actions qui peuvent être conduites sur le site Natura 2000 en dehors des outils, j'ai envie de dire, un peu classiques que sont les contrats, les MAEC et l'agriculture biologique dans un certain niveau. Effectivement, on pourra aussi prendre en compte la non-détérioration des prairies au titre de la BCAE 9 ou les travaux en cours sur l'instruction technique et les produits sanitaires. Donc sur ça, je dirais qu'on a un peu de visibilité de notre côté sur les outils Natura. Par contre, effectivement, on va les compléter avec les retours des régions et des DREAL sur ce qui sort un peu du scope contractuel classique. Merci Jérémy. Et bah du coup, il y a des questions qui sont arrivées entre-temps. Donc il y en a Mélanie de la région Sud qui dit le plan prévoit une restauration des habitats d'intérêt communautaire dégradés d'ici 2030, mais une évaluation d'ici 2040. Trois petits points de suspension, point d'interrogation. Je peux peut-être répondre si tu veux, Jérémy, et tu me complètes au besoin. Alors en fait, pour la partie du règlement restauration nature qui concerne les habitats d'intérêt communautaire, on a des objectifs qui sont reliés en fait aux surfaces étant évaluées comme en mauvais état d'après les directives nature préexistantes. Donc on se fie en fait aux rapportages qui ont lieu tous les 6 ans et qui vont en fait définir ce qu'on doit restaurer puisque ce seront les surfaces qui sont en mauvais état. Et donc la prochaine évaluation, elle est en cours, elle est bientôt rendue à la Commission européenne et on pourra justement se baser sur ces estimations pour construire notre plan. Et ensuite, on aura les résultats du prochain rapportage qui pourront éclairer la révision du plan en 2030, etc., tous les 6 ans. Et en fait, le rapportage du règlement sera calé lui-même sur le rapportage des directives nature, ça a été conçu pour. Et peut-être, je vois une question juste après sur le financement. Pour qu'une stratégie soit suivie de résultat et la partie budgétaire est indispensable, effectivement, c'est un aspect qui est très important et qui est prévu dans le texte du règlement restauration nature, puisqu'il y a des objectifs justement qui sont associés au financement où le règlement propose que les États membres réfléchissent aux besoins financiers qu'ils auront pour mettre en œuvre justement leur plan national de restauration et également qu'ils estiment et qui réfléchissent par ailleurs aux outils qu'ils pourront mettre en face de ces besoins estimés, et également qu'ils estiment les subventions qui seraient dommageables à la mise en œuvre de ce plan. Donc effectivement, sur la partie financement budgétaire, c'est quelque chose qu'on va devoir travailler pour l'indiquer dans le plan en lui-même. Il y a justement des informations à apporter à la Commission européenne sur ces trois aspects.
Merci Florence. Alors une autre question, comment les spécificités des régions biogéographiques seront prises en compte dans les propositions du plan national? Alors, le plan, justement, il est national et la Commission européenne ne s'attend pas, ne nous demande pas, en tant qu'État membre, à ce qu'on indique des choses spécifiques, spécialisées, à ce qu'on territorialise les objectifs. C'est en tout cas pas du tout ce qui est exigé au niveau réglementaire. On doit rapporter les choses au niveau national uniquement. En revanche, quand Jérémy présentait les mesures de restauration, on peut tout à fait rapporter des mesures qui sont très localisées ou qui sont à l'échelle d'une région ou qui sont à l'échelle biogéographique ou qui sont au niveau national. Ça, c'est vraiment la liberté de l'État membre de pouvoir indiquer des mesures à toute échelle spatiale possible pour justement valoriser des choses qui peuvent être différentes, selon les régions. Merci. Alors une autre question de la chambre d'agriculture, du département 10. Alors comment est-ce que vous allez collaborer avec le milieu agricole pour que cela se passe dans le meilleur climat possible? Mais du coup, effectivement, donc ça, on l'a un peu déjà abordé lors de la présentation. Donc, le ministère de la Transition écologique, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, organise effectivement des réunions dédiées aux écosystèmes agricoles en présence des représentants des organisations professionnelles agricoles, environnementales et de certaines DRAF pour effectivement travailler ensemble sur les mesures de restauration à valoriser dans le cadre du plan et les indicateurs agricoles. Donc effectivement, il y a des travaux qui sont conduits spécifiquement sur ce milieu, donc les milieux agricoles, mais c'est aussi le cas pour les milieux forestiers, les milieux aquatiques et les milieux urbains notamment, de travailler avec les partenaires et les parties prenantes les plus proches pour effectivement trouver des solutions qui vont satisfaire et qui seront comprises par tous les acteurs. Après, effectivement, dans le cadre des réunions qui sont organisées au niveau régional par les DREAL, elles sont ouvertes à toutes et effectivement, les représentants agricoles, forestiers, etc. sont aussi les bienvenus pour participer à ces différentes réunions et exprimer leur point de vue et leurs commentaires sur le potentiel de restauration de la nature. Merci Jérémy. Alors une autre question de Mathilde Poissonneau. Est-ce qu'il est également prévu de mesurer, prendre en compte, quantifier les dégradations récentes des habitats d'intérêt communautaire? Est-ce que tu réponds, Jérémy, ou tu veux que j'indique Vas-y, si les... tu veux, Florence. Oui. Euh, donc, par rapport à ça, le texte du règlement restauration nature demande aux États membres de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dégradation des habitats intercommunautaires, effectivement. Et donc, on devra indiquer dans le plan notre stratégie, l'état de notre droit actuel. En revanche, on ne doit pas avoir de suivi localement de chacun des habitats d'intérêt communautaire. Forcément, c'est pas une des exigences du plan, mais c'est déjà quelque chose qui existe dans notre droit à nous. Donc voilà. Et avant de prendre la question d'après, j'avais aussi une question par rapport à la commission et qui m'est souvent posée, donc je me permets de faire le porte-parole des animateurs. Mais c'est par rapport aux exigences de la Commission européenne. Est-ce que par exemple, si on n'atteint pas les objectifs qui sont fixés dans le cadre du règlement, est-ce que derrière, il y a des pénalités financières qui sont envisagées par la Commission? Oui, bien sûr, comme toute réglementation européenne et d'autant plus un règlement qui est d'application directe, il y a des risques de contentieux, de procédure juridique en cas de non-atteinte de cet objectif ou d'efforts jugés insuffisants. À ce stade, on ne peut pas du tout savoir les critères d'évaluation de la Commission pour lancer de telles procédures, bien sûr, sur le contenu de notre plan. Mais en tout cas, c'est bien un risque qui existe. Merci Florence. Alors, je vois qu'il y a une autre question. C'était en rapport avec la question de Mélanie de la région Sud. À quelle échéance les États doivent-ils faire remonter les besoins à la Commission européenne? Côté région, nous sommes inquiets concernant les dotations État post-2027 dans le cadre du transfert de compétences Natura 2000. Ben, je vais répondre à la deuxième partie et je laisserai Florence pour la première. Euh, Déjà, pour rappeler qu'effectivement, c'est pas une dotation qui est due de l'État aux régions. C'est une dérogation au principe constitutionnel de transfert des crédits que l'État a obtenu pour que les régions disposent de crédits jusqu'en 2027 sur la base de ce que lui apportait dans le cadre de Natura 2000 avant la décentralisation. Aujourd'hui, la loi de finances fait un peu exceptionnel, prévoit que l'État octroie des dotations à l'ensemble des régions de 2023 à 2027 inclus. Pour l'instant, les discussions, elles sont effectivement jusqu'à là. C'est vrai pour les dotations 3DS, mais c'est aussi vrai
pour les contreparties liées aux fonds européens que l'État apporte aussi aux régions, y compris pour Natura 2000. Aujourd'hui, les discussions sur le sujet, elles n'ont pas démarré parce qu'on est en 2025 et on est dans une situation budgétaire qui, je pense que vous l'avez compris en lisant les actualités, peut s'apparenter comme complexe. Donc effectivement, moi, j'ai pas encore d'informations sur le sujet, mais les régions, j'entends effectivement les inquiétudes, elles sont bien notées de notre côté également. Et pour les besoins à faire remonter à la Commission européenne, ça, Florence, peut-être je te laisse répondre, même si j'ai cru comprendre que c'était dans le plan qu'on allait soumettre, mais je te Oui, tout laisse à fait. compléter. Ce sera dans le contenu du plan, en fait, va permettre d'orienter également les négociations pour le prochain cadre pluriannuel financier de la Commission européenne, enfin de l'Union européenne en elle-même. Donc, effectivement, selon les besoins qu'auront exprimés tous les États membres pour mettre en œuvre leur plan, ça pourra influer les négociations, pour les budgets européens. Très bien. Bah, ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a récemment eu des alertes, notamment sur la pérennité des fonds LIFE. Effectivement, si on arrive à se mobiliser, notamment dans le cahier d'acteurs, pour bien noter que le fonds LIFE, ils sont importants pour Natura 2000 et le règlement, on a peut-être une chance d'avoir une parole un peu plus forte auprès de la Commission pour maintenir ce dispositif. Après, Pardon. sur Life, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, là, on est dans une discussion plus large sur le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, qui est en gros le budget de l'Union européenne, sur lequel, effectivement, la Commission réfléchit aujourd'hui à une modification des différentes, de l'architecture budgétaire qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire qu'on connaît la PAC, on connaît la politique de cohésion, on connaît le programme Life. Là, elle est effectivement en réflexion sur comment modifier le cadre budgétaire pour répondre à des priorités qui s'apparentent comme nouvelles pour elle, notamment les questions de défense. Je vous apprends rien sur le sujet. Donc sachez qu'en tout cas, côté État, forcément, on est associé étroitement aux travaux qui sont conduits par la Commission européenne et qu'on relaie effectivement les inquiétudes qui nous sont remontées du terrain, en plus de celles que nous, on défend, bien sûr, auprès de la Commission européenne dans le cadre des travaux. Mais là, encore une fois, c'est un travail de long terme, parce que du coup, on commence là et c'est pour un budget en 2027. Merci Jérémy. Alors, mon collègue Thierry Mouget demande si on a une idée de ce qu'a pu apporter ces dernières années la mesure restauration écologique du Fonds vert à la mise en œuvre du règlement. Oui, c'est une des pistes effectivement qu'on va explorer, notamment pour estimer les besoins nécessaires pour mettre en œuvre le plan national de restauration. C'est en s'appuyant notamment sur les financements du Fonds vert qui contribuent bien sûr sur plusieurs mesures, celles sur les aires protégées, celles sur la renaturation en ville, celles sur la restauration des écosystèmes dégradés. Donc voilà, on a plusieurs mesures différentes du Fonds vert qui peuvent tout à fait contribuer au plan national de restauration et on va se baser notamment là-dessus pour estimer les besoins de financement. Merci Florence. Alors, on a une autre chambre d'agriculture qui, qui demande plus de précision, Jérémy, si tu le souhaites, hein, c'est sur la réponse que tu as pu apporter précédemment sur l'accompagnement du monde agricole. Merci de mieux préciser tout en restant dans le sujet là. Je te laisse voir si tu veux réagir ou pas. Bah, sur la consultation des parties prenantes et ce qui se fait sur les mesures agricoles, on n'a pas plus à dire. Par contre, effectivement, moi, je peux juste compléter en disant que on mène un travail relativement fin avec les collègues du ministère de l'Agriculture pour identifier les mesures de restauration dans les milieux agricoles qui fonctionnent déjà et celles qu'il faudrait effectivement amplifier, donc c'est-à-dire en gros avec des moyens complémentaires. Cependant, là encore, ces mesures, elles sont très souvent liées à la politique agricole commune cofinancé par les fonds européens, sur lequel, bien sûr, on ne peut pas non plus préempter les discussions qui se tiendront au niveau communautaire sur le sujet, puisque vous savez que la PAC, c'est encore aujourd'hui la plus grosse, le plus gros volume financier des politiques européennes, mais pour autant, elle est elle aussi soumise à des modifications, donc on ne peut pas préempter les travaux qui vont se lier, mais bien sûr que tout le monde a en tête la difficulté que peuvent poser les questions de restauration dans les milieux agricoles. Donc ça, effectivement, on l'a bien noté. Après, aujourd'hui, on ne peut pas aller plus précisément sur l'ensemble des mesures et ce qui sera fait spécifiquement pour accompagner chaque agriculteur à titre individuel, quoi. Merci Jérémy. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaiteriez poser? Est-ce que vous avez eu les réponses à toutes vos questions? Bon. Plus de nouvelles questions en tout cas. N'hésitez pas en tout cas si vous en avez d'autres qui arrivent en cours du webinaire ou plus tard
À les envoyer directement à Jérémy et Florence ou à passer par moi, on verra après ce qui est le plus simple aussi pour vous. Ah, une autre question, pardon. Il suffit de parler un petit peu. Une question de Tom Rossignol. Vous avez évoqué un recensement des subventions néfastes à l'atteinte des objectifs de restauration de la nature. Quelle marge de manœuvre permet le règlement à ce sujet? Dans le règlement restauration nature en tant que tel, il n'y a pas d'objectif autre que étudier, analyser et indiquer les subventions qui pourraient nuire à la mise en œuvre du règlement restauration nature. On se doute que derrière l'objectif, c'est de pouvoir essayer de les réduire, mais en tout cas, ce n'est pas écrit dans le texte en tant que tel. Et donc, au niveau français, on pourra se baser sur les actions de la stratégie nationale de biodiversité qui vise justement à identifier ces subventions et à terme à les réduire. Très bien. Et pour répondre à ta question, Aurélie, on préfère que tu centralises les questions et que tu nous les Moi, je transmettes disais parce qu'en le disant, c'était plus simple. que Florence et moi, on ne pourra pas Oui, recevoir oui. tous les mails de tout le monde sur les questions liées au règlement. Florence en reçoit déjà beaucoup de la part de tous ses collègues du ministère, donc on va essayer de la préserver sur les différentes questions. Pas de souci. Donc, effectivement, vous avez bien entendu, il faut passer par moi pour poser vos questions et je ferai le relais après au ministère. Faudra peut-être voir si on fait pas une foire aux questions pour que tout le monde puisse bénéficier aussi des réponses. Voilà, je vais voir comment Enfin, on peut après, faire il que y a ça le soit ministère, plus mais il y a simple. aussi pour les collègues dans les territoires, Vaudréal, qui bien sûr peuvent aussi apporter le premier niveau de réponse. Donc il ne faut pas hésiter non plus à vous tourner vers vos collègues, enfin mes collègues d'Edréal en charge de Natura 2000 notamment, mais pas que, qui pourront effectivement faire le premier niveau de réponse. Et si elles sont bloquées, à ce moment-là, faire remonter à Aurélie qui nous les transmettra, ou l'Edréal le feront. Mais effectivement, on va essayer de garder l'organisation de l'État habituelle, c'est-à-dire le premier niveau DREAL, et puis ensuite ça remonte vers le ministère si c'est bloqué. Très bien. Alors, il y a une dernière question d'Émilie. Pour les ateliers territorialisés volontaires, quels sont les délais pour organiser cela et quel format est-il attendu? Ben ça, du coup, c'est dans le calendrier qu'on vous a présenté tout à l'heure dans le diaporama, c'est-à-dire durant la concertation du public, donc c'est-à-dire avant la fin août, me semble-t-il. Et du coup, il faut effectivement transmettre un compte-rendu des échanges qui ont pu avoir lieu. Alors, je ne sais pas s'il y a un modèle ou pas, Florence, mais dans le petit guide, peut-être qu'il y en a un, mais je vois que tu dis oui, donc Oui, tout à fait. Il est sur le site internet de la concertation. Si vous tapez, si vous allez sur le bouton J'organise un atelier, vous avez après toutes les informations. Il y a notamment effectivement un cadre pour la restitution qui est très simple, hein, mais ça nous facilite en fait l'analyse derrière. Mais c'est assez ouvert, surtout si vous n'utilisez pas l'outil de jeu sérieux développé par le ministère, mais un débat libre. C'est vraiment un format qui est assez flexible. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser la question, vous qui êtes connectés, à savoir, est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont prévu d'organiser des ateliers participatifs au niveau local, donc à l'échelle de vos sites Natura 2000 ou pas du tout? J'avais transmis l'invitation là du ministère pour participer pardon, au webinaire de présentation de l'outil. J'avais pas eu trop de retour de votre part, donc je sais pas si parmi vous, voilà. En fait, vous pouvez écrire dans le chat si parmi vous il y en a qui ont participé ou pas à ce débat. Alors, je vois qu'il y a quelques réponses. Effectivement, les délais étaient un peu restreints, mais ça, je pense que tout le monde en avait conscience de ça. Et effectivement, dans le 67 et 68, oui, effectivement, Camille m'avait communiqué les dates que je vous avais fait remonter au niveau du ministère. Je vous ferai une synthèse peut-être, Jérémy et Florence, de ce qui sera écrit dans le chat pour vous faire remonter tout ça. oui, et nous, effectivement, on est aussi également très preneurs de savoir ce que vous faites sur les territoires. Donc ça, il faut effectivement le faire remonter à Aurélie pour que nous, derrière, on ait une vision aussi, en plus des comptes rendus que vous pourriez poster, de ce qui s'est fait dans les sites Natura 2000 en particulier. C'est quand même très riche pour nous. Et après, à voir comment on peut quand même, après la date hein, butoir du 25 août, il y a possibilité peut-être après d'organiser euh, ces concertations-là, même si elles ne seront pas forcément prises en compte dans le cadre de la consultation publique, puisque vous avez quand même construit des outils qui sont utiles et qui pourraient quand même être utilisés par la suite, je pense pas les animateurs. Voilà. Donc, à voir après comment on peut s'en saisir, en faire la promotion nous, au niveau national pour que ça puisse quand même servir par la suite dans les territoires. Oui, ces outils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc effectivement, si après il y a des besoins d'expliquer le règlement restauration et de parler de la restauration dans les territoires, ils existeront toujours et ils pourront servir de support pour les collègues dans les territoires.
Merci Jérémy et merci Florence. Comme je vois qu'il n'y a plus de questions dans le chat, je vous propose qu'on passe à la partie 2. Je regarde l'heure, mais on est bien. Je vais repartager mon écran rapidement pour vous expliquer les modalités de fonctionnement de l'atelier participatif en espérant que tout fonctionne correctement. Alors pour cet atelier-là, on va se répartir en 4 salons. Donc il y a des personnes qui vont partir avec Florence, d'autres avec Jérémy. Il y aura un troisième groupe avec Thierry Mouget, qui est mon collègue à la Fédération des parcs naturels régionaux de France qui travaille sur la biodiversité. Et le dernier groupe qui sera avec moi. Donc là, l'objectif, c'est qu'on soit un plus petit groupe et donc qu'on puisse peut-être échanger plus facilement entre nous sur des questions que je vous avais envoyées en amont et qui nous permettront, nous, par la suite, de rédiger un cahier d'acteurs, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà. Donc il y a deux questions qu'on vous propose, enfin deux groupes de questions, parce qu'il n'y en a pas que deux. Donc le premier groupe de questions, ça sera sur les freins à la mise en œuvre de la restauration de la nature sur votre territoire. Pour vous, qu'est-ce qui freine actuellement la mise en œuvre d'actions de restauration dans les sites Natura 2000? De quel levier vous auriez besoin, quel levier existant hein, ou peut-être à créer, on pourrait imaginer pour activer cette restauration de la nature et de quels moyens vous auriez besoin en tant qu'élu, puisqu'on s'adresse particulièrement aux élus aujourd'hui, pour les dépasser. On aura ensuite un deuxième groupe de questions sur le rôle que vous souhaitez ou pourriez jouer en tant qu'élu toujours pour contribuer à la restauration de la nature dans votre site Natura 2000. Donc, comme il y a beaucoup d'animateurs aussi qui sont connectés, vous pouvez aussi donner votre avis en tant qu'animateur. Après, moi, je me chargerai de différencier ce qui relève de la structure animatrice et du président de COPIL. Et l'autre question, c'est qu'est-ce qui vous semblerait euh, possible ou pertinent à développer pour que vous puissiez jouer un rôle dans cette restauration de la nature. Et dernière question, les soutiens et les partenariats qui seraient nécessaires. Voilà un petit peu les travaux qui nous attendent. Alors je vais redépartager mon écran. Alors là, pour les animateurs de salon, l'idée, c'est qu'on se retrouve à 15h20 pour qu'on ait à peu près 10 minutes pour qu'on puisse échanger après sur ce que chacun aura retenu dans son salon. Alors, normalement, vous devez être redistribué automatiquement dans la salle de répartition. J'admets juste des personnes dans la salle. Et ben, je vous dis à tout à l'heure. Et si ça fonctionne pas, on verra parce que j'ai encore jamais fait ça. Mais normalement, ça devrait être bon. À tout à l'heure. Du coup, Jérémy, est-ce que tu veux bien rapidement, parce qu'on a déjà un peu dépassé le temps, peut-être nous dire pas tout ce que vous êtes dit, mais voilà, une ou deux remarques. Merci Gaëlle pour la remarque. Oui, oui, bah, de toute façon, je les ai aussi prises en note dans un document Word que je pourrais repartager avec toi, Aurélie. Oui. Du coup, bah, nous, finalement, il y a eu pas mal de discussions, ce petit contrat. On aurait pu parler plus longtemps, semble-t-il. Sur les freins qui ont été identifiés, bon, il y en a quand même énormément, mais il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour des financements. Forcément, la difficulté de conserver des moyens humains et des financements nécessaires pour mener des actions de restauration. Je pense que ça revient assez régulièrement. Il y a eu une question sur l'absence de maîtrise du foncier, mais tu me l'avais déjà partagé, toi Aurélie, dans un document à part en fin de semaine dernière. Il y a aussi bon, toute la question difficile des milieux agricoles et notamment des questions liées aux produits phytosanitaires. Et puis c'est vrai, peut-être quelque chose à surveiller de plus près, c'est la difficulté aujourd'hui pour le monde de protection de l'environnement avec les annonces qui sont faites, effectivement, de garder un peu le cap. Mais effectivement, il y a quand même des choses aussi positives et des choses sur lesquelles on pourrait plus ou mieux mobiliser les élus. Donc effectivement, ce qui a été demandé, c'est qu'effectivement, il faudra peut-être plus de formation pour les élus, les animateurs Natura 2000 sur la question
de la restauration, de mieux communiquer auprès de la dotation aménité rurale sur, et ça, l'AFD le fait déjà, sur l'utilisation des crédits pour la biodiversité. Des fois, les élus sont aussi là pour montrer l'exemple quand ça marche. Donc ça, il faut aussi pouvoir le valoriser et puis se rappeler aussi que nos espaces naturels, ben, en fait, ils sont quand même très fréquentés et donc du coup, c'est aussi une valeur économique pour les territoires. Donc il ne faudrait pas hésiter à réinvestir dans ces territoires-là. Bon, je te passerai, en gros, globalement, il y a eu plein d'échanges qui ont eu lieu sur le sujet. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Merci Jérémy. Thierry, si tu veux compléter avec des choses qui n'ont pas été déjà dites par Jérémy, parce que j'imagine que on a tous eu un peu les mêmes échos, en tout cas sur au moins le volet financier et Oui. administratif. Ouais, alors peut-être, alors ça rejoint des choses peut-être qu'a évoqué Jérémy, mais en gros, sous l'angle de la cohérence des politiques publiques, il y a encore quand même des choses à revoir avec des exemples concrets qui ont été donnés là-dessus. Et ça rejoint aussi la question, la fameuse question serpent de mer des subventions dommageables à la biodiversité et de comment se résout ça. Et derrière tout ça, en gros, c'est un peu un sentiment de décalage qu'il peut y avoir entre l'ambition du règlement, enfin en tout cas des objectifs ambitieux qui sont affichés, et tant mieux, enfin je pense que c'est partagé par les personnes qui étaient à l'atelier, et puis la réalité actuelle dans les sites Natura 2000 au jour d'aujourd'hui, quoi, et avec du coup parfois des incohérences de politique publique, parfois des manques de financement, le fameux arrêté exonération, compensation défrichement qui est toujours pas sorti, enfin voilà, c'est un peu ce questionnement entre ambition et réalité, je dirais, c'est peut-être ce point qui peut permettre de rassembler pas mal de choses derrière. Et puis, peut-être pour compléter, comme outil sur la pérennité des actions, notamment penser aux obligations réelles environnementales. Euh, et puis, le besoin sans doute d'une plateforme de retour d'expérience, de capitalisation. Enfin, ça existe déjà, puisqu'il y a il y a le centre de ressources Natura 2000, mais peut-être aller encore plus loin là-dessus, parce qu'il va y avoir, sur tout un tas d'actions liées à la restauration, besoin de trouver des exemples. Et puis après, deux dernières choses. Comme le règlement, il vise aussi les questions alimentation, santé, climat, au-delà des questions biodiversité. Une réflexion sur, par exemple, dans l'aspect formation, évoqué par Jérémy, la notion d'une seule santé, par exemple, qui peut euh, être un levier. Derrière, on a des actions biodiversité, mais du coup, pour les élus, qui peut peut-être permettre de plus facilement, vis-à-vis des concitoyens, faire passer un certain nombre de choses, quoi. Donc, acculturer à ce concept-là, comment il peut se traduire concrètement, etc., etc. Et puis le rôle d'ambassadeur, puisqu'on était sur le rôle aussi des élus, là, sur les dernières questions, bah, le rôle un peu logique, mais d'ambassadeur sur ces questions-là, et notamment au sein, par exemple, d'une EPCI, enfin d'un EPCI, pardon, enfin bref, bon, c'est classique, mais c'est utile pour la mise en œuvre du règlement. Bon, voilà, après, pareil, il y a d'autres choses, mais on... Oui, oui, bah oui. Après, effectivement, on a manqué un petit peu de temps aussi dans notre groupe hein, pour approfondir, aller un peu plus loin sur les différentes questions. Florence, je sais pas Non, si je t'es pense qu'elle a encore dû là. nous quitter, Florence, du coup. Ah, très bien. Et ben, du coup, je vais compléter tout ce que vous avez dit, Jérémy et Thierry. On a aussi abordé hein, les leviers, enfin les freins plutôt du foncier, financier, politique aussi, comment on fait quand les élus voilà, n'ont pas forcément un intérêt pour la biodiversité, pour les motiver à engager des actions de restauration de la nature. Donc ça, on n'a pas forcément trouvé la réponse, mais en tout cas, on pourra y réfléchir par la suite. On a quand même eu Monsieur Bessaguet de la comité d'agglomération Rochefort-sur-Mer voilà, avec les appels à projets biodiversité qui peuvent intéresser les élus et voilà, être un premier pas en tout cas vers la sensibilisation. Et puis après, effectivement, tout ce qui est, bon, c'est pas nouveau, mais il faut qu'on arrive à débloquer la situation, tout ce qui est contrat Natura 2000, effectivement, la complexité administrative à déposer des projets, les problèmes d'avance de trésorerie qui sont toujours bloquants notamment pour les collectivités ou les syndicats mixtes qui veulent porter des contrats Natura 2000 pour les privés, mais qui doivent apporter les 20% d'autofinancement, ce qui bloque fortement les projets de restauration malgré justement là, des volontés politiques
de porter les projets. Donc ça, il faudra qu'on réfléchisse au niveau du ministère aussi. Je sais pas quel levier on pourrait activer pour que ces 20%-là soient pas mis à contribution. Et puis après, effectivement, pour la deuxième partie, voilà, il y a le rôle du président de Coupil qui est pas toujours bien reconnu. Effectivement, peut-être voir comment Natura 2000 pourrait être représenté au niveau régional ou local dans d'autres instances et dans d'autres politiques publiques. Au niveau de la mission interréseau, on a notre élu référent, Jean-Luc Blaise, qui porte la parole pour Natura 2000, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'équivalent, ou peut-être que, en tout cas, ça existe, mais je suis pas au courant, mais au niveau local, il faudrait que les Natura 2000 puissent aussi avoir une représentation politique quand c'est nécessaire. Voilà. Effectivement, j'ai noté plein d'autres choses sur mes papiers, mais je vous en ferai la synthèse. Euh, Je voulais juste vous remercier. Je suis désolée pour ce temps un peu contraint. Effectivement, on aurait peut-être mérité d'en discuter plus longuement, mais on a déjà en tout cas un peu défriché le sujet, il me semble. On a déjà noté pas mal d'idées, chacun de notre côté. N'hésitez pas à nous envoyer des exemples hein, de votre côté. L'idée maintenant, c'est que je me mette au travail et que je puisse rédiger un cahier d'acteurs qui reprenne un peu tous ces éléments. Je manquerai pas en tout cas de vous le faire relire peut-être ou en tout cas de vous l'envoyer parce qu'effectivement on va rentrer dans la période estivale et j'imagine que chacun d'entre vous va un moment partir en congé. Donc on va peut-être tous se croiser mais en tout cas il sera envoyé pour le 25 août. Donc pour les personnes qui seront là avant, n'hésitez pas à m'envoyer vos remarques, hein. Je vais essayer de le rédiger rapidement pour qu'on ait quand même un petit temps de relecture ensemble et vous puissiez quand même apporter vos remarques. Et il y a Philippe Quéré qui a levé la main, je vous écoute. Ou, non, vous voulez prendre la parole ou c'est bon? Excusez-moi, Ah, excusez-moi. technique. Oui, alors ça a été dit entre deux mots, entre guillemets, mais c'est important de le souligner parce qu'on a parlé de foncier. Je pense qu'il y a un sujet qui est aussi bon de rappeler, c'est l'existence du Conservatoire du littoral et de son rôle majeur dans ces questions-là, au regard des actualités et des publications de ces derniers jours. Je pense qu'on est très nombreux là dans le webinaire à penser la même chose. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que le conservatoire, on en a besoin. C'est un outil d'efficacité de travail sur le littoral comme autour des grands étangs français. C'est l'outil majeur d'acquisition foncière et il ne faut pas l'oublier. Et bon, il fallait que ça soit entendu, je pense, dans la réunion aujourd'hui. Oui, mais vous avez bien fait de le rappeler. Il y a des courriers, des pétitions là qui sont en cours au niveau national. Des courriers qui ont été signés par les têtes de réseau aussi, justement pour soutenir le conservatoire, effectivement, qui est dans une position un peu délicate, si j'ai bien compris, Jérémy. En tout cas, il y a des discussions en cours pour des fusions, je crois, avec l'OFB, si je dis pas de bêtises. Si tu veux commenter, Jérémy. Non, bah ça, effectivement, c'est une décision politique en cours, une discussion qui dépasse largement le cadre administratif auquel j'appartiens, mais qui bien sûr est suivie avec beaucoup d'attention par mes collègues notamment qui suivent les conservateurs du littoral, mais aussi toutes les structures que vous avez pu citer dans le cadre de la réunion. Moi, je voulais profiter de cet échange-là, enfin, juste pour vous dire merci pour votre participation pour aujourd'hui. Je pense qu'au vu de enfin, de l'intérêt que vous avez porté à cette réunion, le nombre de participants et les commentaires, donc je pense que c'est une réussite pour Aurélie d'avoir organisé cette réunion. C'est très important pour le ministère d'avoir ces moments d'échange avec vous. Je me suis dit pendant la réunion que ce serait intéressant peut-être de faire des points d'étape régulièrement avec vous dans le cadre des webinaires organisés par Aurélie sur la suite du règlement, parce que là, on va commencer les travaux, mais il va y avoir plein d'étapes. Et je pense que c'est important qu'on vous tienne au courant, notamment pour que vous puissiez faire le relais, vous, dans les territoires, mais aussi que vous sachiez ce qui se passe, parce qu'effectivement, il va y avoir sans doute des rebondissements. On est au début du sujet, et je pense que c'est important aussi qu'on maintienne. Alors, je sais que vous avez le lien, vous, avec les DREAL régulièrement, donc il n'y a pas de sujet, mais pour le ministère, c'est important d'avoir ces moments aussi d'échange avec vous pour faire remonter des messages qui ne nous parviennent pas forcément. Jusqu'à nous, alors non pas qu'on soit très loin, parce que moi je vais essayer de voir tout le monde sur le terrain, mais bon, quand même, j'ai pas tous les messages, donc en tout cas, c'est bien noté. J'ai noté pas mal d'alertes que je vais aussi faire remonter, moi, à ma hiérarchie, en dehors même de ce sujet du règlement restauration qui nous a occupés. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un moment très riche et je l'appelle vraiment de mes voeux à ce qu'on puisse rééchanger sur ce sujet
dans les mois qui viennent, mais je laisserai Aurélie de toute façon organiser ça comme d'habitude d'une main de maître en me demandant de faire des PowerPoint et de venir à une certaine heure. Et en gérant un petit peu mieux les salles aussi. Mais effectivement, ça va se faire. Et ben, merci beaucoup à toi, Jérémy, en tout cas, comme on est sur les remerciements, de t'être rendu disponible. Et je pense que c'était important, effectivement, que le ministère soit présent aujourd'hui, pour cette première réunion. Et j'ai bien noté, effectivement, la possibilité de décliner, cette réunion. On verra ensemble, ce qui convient le mieux, ce qui est le plus adapté aussi aux besoins des élus, des animateurs. Mais oui, effectivement, pourquoi pas continuer à organiser des temps d'une heure et demie, 2 heures, sur le sujet. En tout cas, pour toujours faire porter la parole de Natura 2000, puisque c'est quand même, le réseau qui est clairement fléché, dans le règlement de la restauration pour les premières années. C'est vrai que la Natura 2000 va reprendre un coup de jeunesse, Et semble voilà, assez fort. c'est le moment en tout cas de refaire parler de nous. Donc, autant en profiter, et de montrer, tout ce qui se fait sur, le terrain. Donc, je vois que les gens commencent à nous quitter, donc je vais... Il me reste plus qu'à vous remercier, pour, le temps que vous avez pris avec nous, cet après-midi, et vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, puis je reviens rapidement vers vous avec une première proposition de cahier d'acteurs.